Bonsoir à tous, il est 18 h passé de quelques minutes et vous suivez votre programme vespéral Kinshasa Direct. Pour ce dossier du soir, le dossier du soir de ce vendredi, nous ne parlerons que principalement d'un seul sujet, les finances publiques en RDC. Comment sont-elles? Vous ne le savez peut-être pas, l'IGF n'effectue plus des patrouilles financières depuis maintenant une année. C'était vers la fin de l'année 2023, pendant la campagne électorale. Le chef de l'État avait décidé de mettre fin à ce mécanisme de contrôle. Une année après, la patrouille financière n'est toujours pas de retour dans les entreprises publiques. Alors l'ODEP qui présidait un partenariat entre la société civile et l'IGF pour l'accompagner justement dans cette mission, a décidé de claquer la porte. Pourquoi l'ODEP est parti de ce partenariat? Je reçois pour vous une grande personnalité de la société civile en la personne de Florimond Mouteba, professeur d'université, mais également président de l'Observatoire de la dépense publique. On va parler avec lui en long et en large, calmement de cette situation. On évoquera aussi d'autres questions d'actualité, notamment la guerre dans l'Est. Restez avec moi, c'est parti donc pour un King Direct passionnant avec ces grands hommes, qui est un homme de conviction, un homme très objectif. Avant cela, on va donc prendre l'actualité avec Nathan Diamouté qui est là tous les vendredis soirs. Nathan, bonsoir, bienvenue à toi. Bonsoir Gaëtan Koubourandi, merci. Bonsoir mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer sur Télé 50, c'est tout de suite. À la une de l'actualité, les forces armées de la RDC et ses alliés, le Wazalendo, sont plus que déterminés à battre l'ennemi sur le terrain en vue de reprendre les zones occupées par les rebelles. Ce vendredi 10 janvier, ces jeunes combattants Wazalendo du mouvement CMC ont tendu une embuscade à un convoi du M23 composé des 3 véhicules transportant des officiers sur l'axe stratégique Tongo-Kanaba dans les territoires des Rutshuru qui s'est dirigé vers Kichanga dans les Massissi. Bilan, près de 20 éléments M23 RDF ont perdu la vie, selon une source sécuritaire. Au Kasaï central, le gouverneur de province s'est finalement prononcé sur les dossiers des 3 millions de dollars, une dotation du gouvernement central. Jean-Paul Mbouébois a devant la presse affirmé que ces fonds a été sollicités et accordés avec l'accord de l'Assemblée provinciale, propos réfutés par les rapporteurs de cet organe délibérant. Le gouverneur a aussi précisé que le fonds a été objectivement affecté et les restes de la somme conservée en banque. Révélateur de cette affaire qui a suscité beaucoup de polémiques, Alphonse Ngoï Kassanji, ancien gouverneur et actuellement sénateur, a été accusé lors de ses points de presse d'avoir détourné pendant sa gestion 1,5 million de dollars des crédits pris à la Tembe, chose qui nie formellement l'intéressé. Et puis enfin, les membres de l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa ont échangé ce vendredi 10 janvier 2025 avec une délégation de l'inspection générale des finances sur les voies et moyens d'améliorer la gestion financière et administrative de la capitale. Cette rencontre fait suite à des recommandations formulées lors d'une précédente mission concernant la traçabilité des recettes, la chaîne des dépenses, l'informatisation de la chaîne des recettes, les dettes et les créances, le patrimoine ainsi que la maîtrise des effectifs de la ville. Après avoir eu un échange. Merci à tous de votre attention soutenue. Tous ces titres et bien d'autres seront développés dans la grande édition des 19h avec Jenny Kaimbe. Entre-temps, King Direct se poursuit avec Gaëtan Koubourandi et ses invités. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. C'est l'une des grandes personnalités de la société civile qui est resté droit dans ses bottes. Il interpelle, il alerte, il critique, il formule même des recommandations. Il est même prêt à travailler avec le gouvernement si c'est nécessaire et pour l'intérêt de la nation. Alors il est l'une de ces personnalités aux côtés d'un autre que je peux citer comme ça de mémoire, Jean-Claude Katende. Florimond Mouteba nous a fait l'honneur de venir ici pour débattre de l'actualité avec nous sur Télé 50 en exclusivité. Il a adressé une lettre au chef de l'État lui demandant de remettre la patrouille financière. Pourquoi tient-il à ça? À quoi sert cette patrouille? Combien d'argent avons-nous gagné depuis qu'elle existe? On en parle avec lui. Restez avec nous, madame, monsieur, pour ces très beaux King Direct.
dois me marier. Ah oui. C'est une obligation, oui. Ils sont enregistrés, hein, cette émission. Mais Surtout oui. cette partie-ci, on va couper. Il n'est pas trop attaché à la tribu. On dit qu'il a nommé trop de Il Kassai. vérifie, mais non. Parce que nous vous aimons, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les débats républicains. Comment contrer le Congo? Non mais il faut... Alors vous n'avez pas dit cette loi-là? Les reportages choc. Ceci s'appelle lithium. Les magazines. Télé 50, partout dans le monde, au centre de l'Afrique, à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Télé 50, votre partenaire numéro 1 de communication et d'information. Pour tout contact 24 heures sur 24, appelez-nous via WhatsApp au plus 243 81 066 34 31. Télé 50, c'est simplement congolais. Florimond Munteba, président de l'ODEP, l'Observatoire de la dépense publique. Merci pour cet honneur que vous nous faites. Bonsoir, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Alors ça fait beaucoup de temps qu'on ne vous a pas vu à la télévision. C'est vrai. On a l'habitude de vous lire dans les communiqués et autres. J'avais appris avec beaucoup de regrets que vous aviez été attaqué le 25 décembre dernier. Oui, la nuit du 24 au 25. Alors, vous faites votre travail gêne beaucoup de personnes. Ouais. Et nous espérons que vous serez toujours là pour être cette lumière pour les générations futures. Alors, on a beaucoup à se dire ce soir. Ce qui me direct, c'est exclusivement avec vous que nous allons le passer. Commençons par le début, par le sujet épineux pour lequel vous êtes ici. Oui. L'ODEP présidait pratiquement ou modérait le partenariat Société civile et IGF. Moi, c'était la première fois que je découvre que ce partenariat existait pour de vrai, en tout cas. Il existe, il n'y a plus de patrouille financière et vous avez décidé de claquer la porte. Expliquez-nous d'abord dans quel contexte ce partenariat avait été mis en place et pourquoi avoir quitté ce partenariat une année après la suppression de la patrouille financière. Bon, le partenariat a été mis en place il y a, je pense, 2 ans à peu près. Pendant le projet SICOMI, comment on appelle ça? Les débats sur la SICOMI? Non, avant. Avant, parce que les débats, nous avons justement accompagné les débats sur la SICOMI. Donc, puisque nous faisions aussi partie de cette dynamique-là. C'est-à-dire que la société civile avait son mot à dire. Et lorsque le rapport IGF est sorti, nous avons fait un point de presse où nous appuyons ces travaux. Nous sommes allés même jusqu'à demander la nationalisation de la SICOMIN, compte tenu des dégâts causés pendant presque 17 ans. Et donc, je crois 15 ans, mais en 15 ans, 17 milliards de dollars se sont volatilisés dans l'affaire SICOMIN. Et donc, c'était vraiment un dossier sérieux. Et nous avons joué un grand rôle pour appuyer l'IGF et le partenariat est intervenu à quel moment? Pardon? Le partenariat. Le partenariat est intervenu avant. Avant ça. Oui. Et en ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? L'inspecteur général Jules Alinguete a invité la société civile. Il a invité la société civile, mais paradoxalement, je ne suis pas allé. J'ai décliné l'invitation. Pourquoi? Vous le regardiez d'un mauvais œil à l'époque. À l'époque, oui, effectivement. À l'époque, nous étions tiraillés, Jules Alinguete et moi, sur la question du dépassement budgétaire. Voilà. L'ODEP affirmait que c'était une mauvaise pratique, que c'était des fautes de gestion. Ce qui sont les convictions aujourd'hui de Jules Alinguete. C'est les mêmes que nous on avait à l'époque. Mais je crois qu'il y avait un certain malentendu là-dessus. Et on s'est tiraillés. Et moi, je considérais que je ne pouvais pas aller à des réunions comme ça, dans cet état d'esprit-là. Bon, en fin de compte, ces jours-là, Jules Alinguete s'était excusé. Donc, de ces malentendus. Il a reconnu que le dépassement mais aujourd'hui, il est l'un des apôtres. Est une faute. C'est un des apôtres vraiment acharnés contre les dépassements budgétaires. Et d'ailleurs, l'IGF n'en fait pas. Ah bon? Non. L'IGF ne fait pas de dépassement budgétaire.
La Cour des comptes a fait. Mais l'IGF, non. Et donc, il est orthodoxe donc, par rapport au dépassement budgétaire. Et alors, donc, c'est maintenant après que, bon, il a quand même souhaité rencontrer le président de l'ODEP. J'ai dit, bon, pas de problème. Nous nous sommes rencontrés, on a échangé. Et j'ai senti qu'il était de bonne foi. Et j'ai dit, non, c'est pas grave, j'ai rejoint la dynamique. Voilà. Avec quelle mission? Quelle mission, en fait? La mission, c'est comment dirais-je, la société civile appuie le travail qui est fait par l'IGF. Dans le sens où, allez, je vous donne un exemple. Par exemple, prenons les patrouilles financières. Les patrouilles financières ont été très importantes dans la mobilisation des recettes. Parce qu'en amont, elles agissaient contre le détournement, et donc elles surveillaient les entreprises en amont par rapport à donc les passations des marchés, par rapport à donc tous les aspects concernant la rationalité de la dépense, ne pas sortir l'argent n'importe comment, etc., etc. Et donc, les patrouilles financières ont permis à la RDC, et pour une fois, j'envoie un chapeau au gouvernement, grâce à l'IGF, parce qu'ils ont doublé pratiquement les recettes trouvées donc au départ, par exemple, du président Kabila. C'est vrai que lui-même, le président Kabila, n'a pas trouvé grand-chose. Hein. Quand il est arrivé, je crois que le budget était à 300 millions. Hein. Millions, oui. 400 millions de dollars. Ouais. Donc, il a laissé à 4 millions. 4 milliards. Milliards. Mais, avec l'appui de l'IGF, avec les patrouilles financières, on est quand même arrivé à 9 milliards. 9 milliards, d'abord 800 millions en 2022 et 9 milliards 600 millions en 2023. Cette mobilisation des recettes a été rendue possible grâce au travail de l'IGF. Grâce au travail de l'IGF, grâce à la rigueur de l'IGF, grâce au travail des patrouilles financières et à la détermination de Jules Aligneté en tant que nationaliste. Je vous assure que c'est un nationaliste, ce monsieur. Si moi j'ai pu travailler avec Jules Aligneté, c'est parce que j'ai trouvé à peu près le même sentiment que moi j'ai pour le Congo. J'ai trouvé ça chez lui. Et donc, vous savez, ce n'est pas d'aujourd'hui que je travaille avec l'IGF. Les gens croient que c'est avec Aligneté. Mais certains disent que ce n'est pas l'IGF principalement, grâce à qui on a cette embellie financière, etc. C'est grâce au ministre des Finances de l'époque. Notamment, il parle aussi de la DGI, avec le pasteur Barnabé Mouakadi, qui a pu faire des belles mobilisations. Non. Vous savez, il faut parler de tout et de tout le monde, sauf de ces prédateurs. Vous savez, Nicolas Kazadi, c'est vraiment un prédateur, un détourneur. Vous savez, j'en ai parlé souvent. Souvent, mais il est acquitté. On n'a rien trouvé. Non. On n'a pratiquement rien trouvé. Il est tout simplement couvert par le président de la République. Il est couvert, tout simplement. Il est couvert. Kazadi, allez, prenons seulement la dette intérieure. Comment il a géré la dette intérieure. Vous savez, la dette intérieure, dans la dette globale, c'est la partie de la dette qui est payée donc à tour de bras. C'est-à-dire qu'on peut partir des prévisions peut-être je prends seulement un chiffre comme ça, de 100 millions, et à la fin, vous voyez que le dépassement budgétaire par rapport au paiement de cette dette peut être de 150, 200, même 300%. Pourquoi? Parce que lorsque on vous doit par exemple 100 millions de dollars, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez là-bas, on vous dit non, écoutez, on va vous payer, mais vous nous rétrocédez comme ça. On décote la dette et on va vous payer peut-être sur les 100 millions, on va vous payer 30 millions et les 70 millions sont volatilisés. Je ne dis pas que c'est Kazadi lui-même qui prenait tout. Il y a toute une chaîne de gens, la chaîne de la dépense, dans les gouvernements, les responsables politiques, etc. Alors,
Tous ces gens se partagent. Quant à l'affaire de Nicolas Kazadi, laissons à la justice faire son travail. Il a été acquitté dans un projet, il y a d'autres projets. Mais quelle justice, encore, Gaëtan? Celle dont le président qui essaye justement de redresser le ministre Constant Moutamba. Celle dont le président parle comme étant une justice malade, une justice morte. Mais cette justice-là, c'est elle qui a aussi, comment dirais-je, innocenté Vital Kamerhe, l'autre prédateur. Ouais. Ah oui. Vous ne mâchez pas les mots. Ah non, moi, écoutez, vous savez que Vital Kamerhe a été arrêté indirectement grâce à l'ODEP. Grâce à l'ODEP. Voilà. Donc le rapport de l'ODEP à l'époque était clair là-dessus, n'est-ce pas? Et comment dirais-je, les présidents du tribunal de Matete à l'époque, c'était Adler Kissoula. Oui. Qui est aujourd'hui à la CNRF. Oui, c'est quelqu'un avec qui on travaille très bien, on collabore très bien aussi avec la CNRF. Mais Adler Kissoula avait sous son bras le rapport de l'ODEP. Il s'inspirait du rapport de l'ODEP. Et c'est ça ce qui fait qu'il a pu envoyer ses malfrats en prison. Alors, Vital Kamerhe est sorti de prison. Adler Kissoula a été promu. L'affaire est tue, l'ODEP est resté ODEP. Non, mais oui, nous sommes restés. Mais il est sorti pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un, le président de la République, qui est allé jusqu'à dire que c'était un monsieur bien. Vous avez suivi, non? Oui, c'est un type sérieux. Kamerhe est un homme sérieux. Alors, vraiment, vous savez, c'est culte de l'impunité qu'a le président. C'est culte de l'impunité qui est en train de tuer le Congo. Oui, moi je dis, ils ont tenté de venir me tuer la nuit du 24 au 25, qu'ils viennent encore. Bon. Ils voient que je suis en train de parler et que Dieu est avec moi. Le Seigneur Dieu est avec moi. Et non, et ce sont des satanistes. Ah oui. Parce que pour faire du Congo ce qu'ils sont en train de faire, il faut ne pas craindre Dieu. Vous savez, c'est ça. Quand on craint Dieu, on ne peut pas s'adonner à des détournements, à couvrir des détournements. Et regardez avec Nicolas Kazadi toujours, Robot et les autres. C'est 80 millions. C'est 80 millions qu'ils ont détournés. N'est-ce pas? Tout le monde sait. Tout le Congo le sait. Alors aujourd'hui, le principal, donc... Est-ce qu'on vous a invité aussi dans ces affaires-là, en tant que témoin renseignant? Non, pas du tout. Non, on ne nous a même pas invités. Pas du tout. On ne nous a pas invités. La personne qu'on devait le plus inviter, c'est Jules Aligneté. Oui. Je ne sais pas s'il a été invité, je ne crois pas. Revenons à lui rapidement. Donc, vous accompagnez l'IGF dans le cadre d'un partenariat, société civile et l'IGF. Vous nous direz quelles sont les organisations qui faisaient partie de la société civile. Et soudain, la patrouille financière prend fin. Nous sommes en fin 2023. On a mis fin à ça de manière vraiment silencieuse. Parce que personne n'en parle. Et personne n'en parle. On le découvre seulement comme ça, calmement, ça et là. Et finalement, une année après, vous êtes fâché, c'est ça? Oui, fâché parce que... Vous quittez le partenariat. Oui, parce que... il y a d'autres raisons que j'ai aussi invoquées. Parce que, vu le travail, vu les résultats qu'obtenait la patrouille, vous voyez que, comme par hasard, c'est à la veille des élections que la patrouille est suspendue. Elle concernait qui? Souvent les dirigeants d'entreprises publiques, n'est-ce pas? Dirigeants d'entreprises publiques, dont on connaissait les pratiques, n'est-ce pas? Marché des gré à gré, surfacturation, etc. Et si on a mis les patrouilles là-bas, c'était pourquoi? C'était pour justement prévenir en amont ces pratiques-là. Prévenir. Et ça a permis de, comment dirais-je, de corriger beaucoup de pratiques. D'instaurer une certaine orthodoxie. Parce que moi, en tant que journaliste, je collabore avec des entreprises, des organisations de l'État. On sait comment ils nous fatiguent avec les factures. L'IGF va venir, envoie-nous les factures. Gaëtan, mais écoutez, vous avez fait une erreur là, erreur de date, etc. Voilà. On est vraiment dérangé à tout bout de champ par les entreprises. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Comme par hasard, ces gens-là, qui étaient candidats aussi à des élections législatives et autres, on le laisse tranquille, tout d'un coup, brusquement. Comme pour leur dire, allez maintenant, allez-y, prenez, allez faire la campagne avec ça, etc. C'était ça. Puisque la patrouille n'était plus là. Donc ils pouvaient maintenant aller, ils pouvaient faire n'importe quoi. Peut-être qu'une pause élective, non, pour les élections. Mais
laisser la porte aux gens de pouvoir se débrouiller. C'est en ce moment-là, justement, qu'il fallait doubler de vigilance. Doubler de vigilance. Pour éviter que l'argent du peuple congolais aille dans des campagnes électorales de tous ces voleurs que nous voyons maintenant au Parlement. Hein. Parce que nous avons vu comment ils ont triché avec... il y avait, la Senco a dit 13 000 machines circulées. Nous avons tous vu. Eh bien, ce sont les mêmes là à qui on a laissé la possibilité de prendre l'argent en l'absence des patrouilles. Qui sont allés s'acheter des machines. Non, bon, les machines ont été données par la CENI. Allez, c'est la CENI qui a donné les machines à ces gens, les 13 000 là. Ces machines, on ne les achète pas n'importe comment. C'est des machines qui sont venues de la CENI. Kadimana quand nous dit la vérité aujourd'hui. Qui a donné les 13 000 machines? Qui a donné? Parce que c'était des machines de la CENI qu'on a retrouvées dans la rue, dans les maisons, etc., où tous ces gens étaient en train de voter, et pour eux et pour leurs chefs. Donc, vous voyez, ce sont des choses qu'on veut qu'on ne dise pas. Moi, je les dirais. Parce que notre pays ne mérite pas ça. Le Congo ne mérite pas de tels dirigeants. Vous savez, je n'ai rien contre moi, je ne fais pas la politique. Oui. Ici, je suis un homme du peuple, je suis un citoyen conscient de tous les mal qu'on est en train de faire à notre pays. On vous a déjà proposé de faire la politique? Oui, mais je ne veux pas en parler ici. Pas du tout. Non. Alors, quand le chat n'est pas là, la souris danse, l'IGF est parti, c'est un grand boulevard qui s'est ouvert, qui est laissé ouvert aux dirigeants, aux directeurs généraux, aux présidents de conseil d'administration. Est-ce qu'on peut dire, professeur Florimond Mouteba, qu'aujourd'hui les entreprises sont incontrôlées? Elles sont incontrôlées. Vous vous rappelez de la RPTC? Oui. Nous avons dénoncé ces gens, cette pauvre maman qui touche 65 000 $ par mois. Elle trouve que c'est peu. Hein, parce que moi, j'ai dit que... Vous l'appelez pauvre maman qui touche 65 000 $. Voilà. Parce que j'ai dit qu'elle touchait beaucoup. Il y a des mois où elle touchait plus que ça. Ouais. Oui. Il y a des mois où elle arrivait même à 400 000 $. Et par mois? Par mois, oui. Il y a des mois, par exemple, le mois de janvier 2024, ils ont reçu une prime qu'ils appelaient la prime du mois de janvier. Et avec cette prime, ils ont tous touché dans les 400 000. Tous les 6 ou 7 membres du conseil d'administration. Oui, tous. Ils ont reçu ça. Avec Madame Omanga. Omanga a reçu ça. Wow. Je le dis, je le répète, elle a reçu ça. Et qu'est-ce qu'on a fait de ce rapport après que vous l'avez publié? Je vais vous dire, vous donner un secret. Nous avons créé à un moment donné une ligne téléphonique et une boîte mail verte, comme on dit. C'est dans cette boîte mail verte que nous avons reçu des directeurs de l'ARPTC, dont même les directeurs financiers. Parce que j'ai des documents concernant la situation bancaire de l'ARPTC. J'ai ça. Et c'est ce groupe-là qui nous a livré l'information. Donc elle n'est pas venue, nous n'avons pas inventé. Vous pouvez aujourd'hui venir vérifier la boîte mail de l'ODEP. Vous verrez à quel moment et quelle date nous avons reçu les rapports de la RPTC. Plusieurs documents. Je vous dis plusieurs documents. C'est la même chose quand nous avons dénoncé les rapports de 100 jours. Et donc, avec ces documents maison de la RPTC... De première main. De première main, nous avons livré ça au public. Nous avons livré au public. Nous n'avons pas dit que les 400 000, c'était tous les mois. Non. Par moment. Par moment. Parce que quand vous regardez les tableaux de ce qu'ils reçoivent, vous avez les salaires de base, des primes diverses, des soins, pécules de vacances, et ils ont même 1 500 $ par mois pour qu'ils appellent frais de frigo. Frais de frigo. Donc rien que pour leur frigo, 1 500. Alors qu'ils ont déjà à la base 65 000 $. 65 000 $. Et vous savez, pendant ces temps-là, à l'Est, nous avons une grande crise humanitaire. Humanitaire aussi. Nous avons cette sécuritaire et humanitaire. Ouais. Mais nous avons 7 millions de déplacés de guerre. De déplacés de guerre. Et vous savez combien chacun touche par an? Donc, ce qui lui vient
du trésor de l'État 150 francs congolais. Pour chaque déplacé de guerre. Pendant 1 an. Je l'ai dit depuis longtemps, mais il ne démente pas pourquoi. Qu'il démente. Et qu'il démontre que je ne dis pas la vérité. 150 francs. Et pendant ce temps-là, il y a une maman qui touche 65 000 $ par mois. Et elle dit qui peut atteindre 400 000 $ le mois. Certains mois, elle atteint 400 000. Et elle va m'accuser. Ils m'ont traduit en justice, vous savez. Oui. Hein, oui. Au nom... diffamation. 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 Tu as 65 000 $. Un autre Congolais qui a le même sang que toi et tout, il a 150 francs. 150 francs congolais par an. Et tu oses aller dire que c'est diffamation. Donc voilà un peu, voilà dans quelle situation nous sommes. C'est-à-dire que quand on a mis de côté la patrouille, mais la RPTC fait ce qu'elle veut. Hein. Voilà. Ils font ce qu'ils veulent. Ils se donnent les salaires qu'ils veulent. N'est-ce pas? Alors, professeur, j'ai aussi une question assez personnelle. Et pendant ce temps-là, les policiers touchent combien? Alors, en ce moment, pendant ce temps-là, l'enseignant touche combien? Nos forces de l'ordre sont engagées au front. Et nos forces de l'ordre touchent combien? On évite un peu de toucher aux questions qui les concernent directement. Mais non, il faut le dire, parce que nos forces armées, les FARDC, ils touchent combien, ces gens? Leurs épouses qui sont restées partout dans le Congo, vivent comment? Et ces gens, des gens donc, qui nous dirigent, n'ont pas de cœur. C'est quel genre de personnes, ça? Comment vous pouvez laisser des millions de... Nous avons parlé déjà de 7 millions de déplacés. Mais combien toute notre armée, mais toute notre police, les policiers n'arrivent même pas à 100 $ par mois, n'est-ce pas? Et alors, pendant ce temps-là, vous tapez 65 000 $ par mois. Et vous osez même aller traduire l'avocat de ces gens, vous allez les traduire en justice. Vraiment, où est la moralité? Où est la moralité? Comment on peut diriger un pays comme ça? C'est pas possible. Pourquoi vous semblez aimer particulièrement l'IGF? Pourtant, ce n'est pas le seul organe ou la seule institution qui est chargée de contrôler les finances publiques ou les fonds de l'État. Je peux vous en citer quelques-uns. Je peux citer la Cour des comptes. Bon, je sais que ces derniers temps, vous êtes regardant aussi du côté de la Cour des comptes. Oui, très regardant. Quoique aussi, là-bas, ça boitille un peu à la Cour des comptes. On va en parler. Pourquoi vous aimez particulièrement l'IGF? Non. D'abord parce que j'ai découvert chez Jules un patriotisme réel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, leurs études, leurs rapports ont permis de mettre à nu beaucoup de pipatrillages, beaucoup de mauvaises pratiques de gouvernance. Or, quand lui il est arrivé, il a trouvé l'ODEP, mais l'ODEP était déjà dedans, parce que lui n'était pas là quand nous avons fait le rapport de 100 jours. Alors, non, nous l'avons fait. Mais je dois vous dire une chose, mes relations avec l'IGF ne datent pas de Jules. J'étais très proche aussi de Victor Batoubenga. Son prédécesseur. Celui qui est décédé. Non. Victor, c'est le frère de l'autre Victor. Ah, d'accord. Ils sont deux. Je ne savais pas du tout. Oui. Okay. Il y a Victor Batoubenga, l'ancien inspecteur général. Qui est un type très très bien, mais qui n'a pas eu la chance de Jules. La chance de Jules, c'est d'avoir eu, à un moment donné, le soutien du président de la République. Or, Victor n'a pas eu ce soutien. Quand il a donné l'affaire de 15 millions de dollars, donc la rétrocommission des pétroliers, il a été visité par l'ANER, il a été vraiment maltraité, n'est-ce pas? Il n'avait personne pour le protéger. Il n'y avait personne, on l'a même viré après. On l'a même viré. Et donc la chance de Jules, c'est d'avoir quand même le soutien du président. Mais c'est à saluer, non? C'est le chef de l'État qui a fait de Jules, M. Alinguete, ce qu'il est. Mais bon, moi je ne suis pas contre ça. Un soutien politique, c'est toujours bien. Parce que Victor Batoubenga n'avait pas eu ça. Ni de Kabila, ni de Tshisekedi. C'est bien qu'il ait eu ce poste et ce soutien politique. Mais à partir d'un certain moment, avec son regard très un regard sincère et objectif sur la manière dont les finances publiques sont gérées, il s'est retrouvé à un moment donné en difficulté avec un des poulains du président, M. Kazadi.
Il s'est retrouvé, et à un moment donné, Kazadi a commencé à craindre que Jules les remplace. Oui, Kazadi a commencé à craindre ça. Et donc, du coup, Kazadi, les types qui étaient à l'enseignement primaire et secondaire, Tony Mwaba, allez, ils sont comme ça, à peu près 5 Kassaïens, qui se sont mis en tête de s'en prendre... Qui sont ligués contre Jules Alingueté. Contre Jules Alingueté, qui est de Bandundu. Et le BCCO, non? Une affaire de tribalisme, vous voyez, il y a même ça, le tribalisme là-dedans. Je suis Kassaïen. Moi, je suis Kassaïen. Mais je ne suis pas d'accord avec mes frères Kassaïens qui sont en train de martyriser le peuple congolais, tel qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Et je ne serai jamais avec eux, jamais dans ces complots-là contre l'ensemble du peuple congolais. L'Est est délaissé. Hein. Je ne veux pas... L'Est d'abord humanitaire et l'Est sécuritaire. Par les Kassaïens. Vous voyez. Alors moi, je vais soutenir ces gens-là. Parce qu'il y a parfois certains Kassaïens, Louba, qui me disent, mes profs, c'est quand même ton frère, non? Oh, mais moi, je suis un croyant, un partisan de Jésus-Christ. Jésus, qu'est-ce qu'il disait? Jésus, il disait, mais quand on venait lui dire, mais ta mère et tes frères te cherchent. Nous sommes tous chrétiens ici, non? Qu'est-ce qu'il disait? Mais qui est ma mère et qui sont mes frères? Le chef de l'État est entouré de beaucoup de chrétiens. En tout cas. Oui, mais est-ce qu'ils font la volonté du Père? De plus en plus de pasteurs qui sont là, que ce soit le directeur de cabinet, dans les entreprises, mais ces gens etc. qui ne craignent pas Dieu ne font que détourner. Vous comprenez? Moi, président de la République aujourd'hui, croyez-moi, tout sera vraiment... Hein, tout le monde saura tout. Vous voyez un président de la République qui vous dit qu'il ne connaît pas son salaire? Il dit ça. Alors ça veut dire qu'il est dans le manque total de transparence. Oh là là. Mais excusez-moi, hein, je dis, c'est le manque total. Quand vous dites au peuple que vous ne connaissez pas votre salaire. Il n'a pas eu le temps de vérifier. Ah mais non, depuis 5 ans, 6 ans. À l'époque, ce n'était pas 5 ans, 6 ans. À l'époque, c'était 3 ans. Mais après, je pense, Nicolas Kazadi avait sorti le salaire du chef de l'État. Non. Le chef de l'État, avant même les élections, a encore répété ça devant Top Congo. Il a répété encore ça, qu'il ne connaît pas son salaire. Mais ce n'est pas sérieux. C'est pas sérieux, parce que tous les présidents du monde connaissent leur salaire. Tous. Macron touche 8 000 euros net. Oui, 12 000 bruts. Brut, mais oui, 8 000 net. Tout le monde entier connaît. Le monde entier connaît ce que touche un président américain. On sait que le président chinois n'a que 2 000 euros par mois. Vous savez ça? Le président chinois. 2 000 euros. 2 000 euros, je vous dis. Le président Bourkine, notre petit ici, Ibrahim Traoré, il touche son salaire de capitaine. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Il ne touche pas son salaire comme président de la République. Et j'en passe, des gens honnêtes, des présidents honnêtes, il y en a beaucoup. Alors, mais lorsque toi tu dis que tu ne connais pas ton salaire, vis-à-vis du peuple congolais, tu les regardes d'en face, comme ça tu dis que tu ne connais pas ton salaire. Non, c'est pas sérieux. On est suivi par des millions de Congolais en ce moment. Les membres du gouvernement sont même en vacances. Je suppose qu'il y en a beaucoup qui nous suivent maintenant là même. J'ai reçu un message d'un téléspectateur aussi et qui pose la question de savoir quelle lecture vous faites sur la polémique qu'il y a entre le ministre des Finances et le directeur général de la DGI. En l'occurrence, le ministre Doudou Fouamba et le pasteur, je vais l'appeler ainsi, le pasteur Barnabé Mokabi. Qu'est-ce que le ministre lui reproche? Alors, il y a comme une sorte de... Chacun veut tirer le drap de son côté, c'est moi qui fais la mobilisation des recettes. Heureusement que c'est un directeur général qui est calme, mais qui travaille beaucoup quand même. Est-ce que vous savez quelque chose de lui? S'il dépend du ministre des Finances, il doit rendre compte au ministre. Il n'a pas à dire, c'est parce que moi, c'est non. S'il faut le contrôler, il faut aller le contrôler. Il faut envoyer l'IGF, la Cour des comptes, aller les contrôler pour qu'on voit quelle est la vérité, qui a tort et qui a raison. Aujourd'hui, moi, je ne vais pas vous dire qui a tort et qui a raison parce que je n'ai pas vu les rapports de contrôle de ces institutions de contrôle. Mais qu'on lui envoie à la fois l'IGF et la Cour des comptes et qu'on voit si réellement le ministre a tort ou il n'a pas tort. Vous voyez? Donc, je ne peux pas trancher parce que bon, je n'ai pas les chiffres. Alors, vous avez révélé une autre chose dans votre dernier rapport sur la fin de la patrouille financière. Vous dites que le département d'intelligence économique et financière qu'on a créé au sein de l'ANER, il a pour but notamment de pouvoir étouffer. De saccager l'IGF. L'IGF, et vous dites qu'il y a... C'est fait exprès. Est-ce que c'était opportun d'avoir ce département? Non, mais pas du tout.
Pas du tout. Pourquoi? Parce que d'abord, l'ANER, vous savez, l'ANER, c'est une administration qui est le parent pauvre des autres administrations, comme on aurait vu par exemple le FBI aux États-Unis ou la CIA, etc. Ces gens-là ont les moyens de travailler. Vous savez que les salaires d'un cadre aujourd'hui, l'ANER, ne dépassent pas les 500, 700 $. Un agent de renseignement, vraiment, un agent spécial, vous lui donnez 500 $, 600 $, 700 $, pendant que des gens qui ne servent à rien touchent 65 000 $ par mois, comme à la RPTC. Les gens qui ne servent à rien, vous dites. Ils ne servent à rien puisqu'ils ne servent qu'à puiser. Qu'on nous donne aujourd'hui la situation bilantaire, des bilans et des comptes d'exploitation, des comptes de perte et profit de la RPTC. Qu'on aille faire un audit pour voir qu'est-ce qui se passe. Je recommande d'ailleurs à l'IGF, à la Cour des comptes, d'aller faire un audit à la RPTC. Qu'on nous dise, cette RPTC rapporte combien dans les caisses de l'État aujourd'hui, avec ses bénéfices, ses profits, il rapporte combien? Ou alors, avec ses pertes, il est subventionné. Vous voyez? Donc, c'est ça. Et vous demandez au chef de l'État de pouvoir fermer ce département. Je lui demande d'être sage. Hein? Je ne sais pas pourquoi il a pris une mauvaise initiative. Hein? Parce qu'aujourd'hui, l'ANER, le rôle de l'ANER est à l'Est d'abord. Le rôle de l'ANER, c'est d'aller infiltrer les administrations rwandaises. C'est d'aller infiltrer les administrations ougandaises. Tous ceux-là qui nous font la guerre. Parce que nous, au Congo, nous avons plein de ces infiltrés-là, rwandais et autres, n'est-ce pas, qui sont dans notre administration. Ils sont dans notre administration. Alors, est-ce que nous aussi, on est capable de donner des moyens à l'ANER d'aller infiltrer les autres, d'aller infiltrer les M23, par exemple, hein? D'aller éliminer certaines têtes de M23, mais en les infiltrant? Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Mais non, ce qu'on veut, c'est sauver les détournements, hein? Donc des proches, des parents et autres. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Et ça, non, ce n'est pas acceptable. Alors, l'ANER n'a rien, pour l'instant, l'ANER n'a rien à faire dans les finances publiques. Parce que déjà dans l'info... Mais c'est vrai que ce n'est qu'un département, professeur, après non, tout. Mais un département important. Un département. Tous les départements de l'ANER sont importants. Ils coûtent cher. Et vous dites qu'il y a des gens peu expérimentés qui sont recrutés là. Des gens peu expérimentés, ramassés par-ci, par-là. Mais par expérience. Oui. Vous connaissez la PLC? Vous connaissez la PLC? Oui, la lutte contre la corruption. L'agence. Quand on a créé la PLC, on a recruté une centaine de gens qui ne connaissent rien. Ni aux finances publiques, ni dans le corruption. Ils sont là. Depuis qu'ils sont là, quels sont les résultats de la PLC dans la lutte contre la corruption? Vous avez vu des résultats? Est-ce que donnez-moi un résultat positif. On peut citer la SICOMINE et autres pour l'IGF, mais pour la PLC, donnez-moi un seul résultat positif de la PLC. Cette centaine de gens qui sont là-bas, recrutés dans l'ambiance du népotisme, et ils sont là. Ils sont là, budgétivores. On n'avait pas besoin de créer ça, parce que l'argent qu'on donne à la PLC pouvait aller à la Cour des comptes. Peut-être pas pour l'instant, l'IGF se débrouille bien, mais la Cour des comptes a toujours besoin de moyens. Vous savez, ils sont combien? Aujourd'hui, ils sont 50 seulement. Tous à peu près de mon âge, là. 50. Wow. Vous voyez ça? Et comment ils vont faire le travail, n'est-ce pas, pour appuyer le contrôle, pour renforcer? Parce qu'aujourd'hui, nous, Congolais, nous devons jurer que par les contrôles. N'est-ce pas? Par les contrôles. Je prends un contrôle qui n'est même pas de finances publiques, mais dans la santé. Nous avons fait un travail avec l'inspection générale de la santé. Vous savez ce qu'ils nous ont révélé? Ils ont révélé que la chaîne de froid qui garde les vaccins, etc., au Congo, elle est morte. Ça veut dire que même certains qui ont pris le vaccin, la Covid, là, ils ont pris de l'eau. Ils n'ont pas pris. Parce que ce n'était pas gardé. Vous voyez, c'était pas gardé. Et ça, quand il n'y a pas le contrôle,
ça ne va pas. C'est la même chose avec les finances publiques. Alors, parlant contrôle, hein, il y a les élus, notamment, ont le travail de demander des comptes aux membres du gouvernement. Ils font partie de ces organes-là qui sont chargés justement de faire le contrôle aussi des finances publiques. Il y a la Cour des comptes. Je vais vous poser des questions concernant chacun de ces organes. On commence par la Cour des comptes. Qu'est-ce qu'il lui faut aujourd'hui pour qu'il puisse bien faire son travail? Plus de moyens. Parce que moi, j'aurais été à la place du président Tshisekedi quand il a commencé en 2019. Hein, il devait se fixer un objectif de dire, s'il aimait le contrôle, de dire la Cour des comptes, à la fin de mon mandat, 1000 magistrats. C'est pas beaucoup. 1000 magistrats. L'Afrique du Sud en a 2000. Un pays moins grand, etc. que nous. 2000. La Chine est allée plus loin. Elle est à 1 million de magistrats à la Cour des comptes. Mais chez nous, ils sont 50. Tous vieux. Tous fatigués. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? J'espère que dans le budget 2025, on a prévu de quoi embaucher même 1000 magistrats en 2025. Parce qu'on a besoin de ce contrôle-là. Mais l'année passée, la Cour des comptes avait prévu pour le budget 2024, je crois, 200 magistrats. Donc à recruter. Aucun n'a été. Aucun. Donc, pour la Cour des comptes, il faut plus de moyens pour faire des missions, plus de moyens. Donc, pour qu'il ne soit pas corruptible, plus de moyens à la Cour des comptes. Et quel message avez-vous adressé aux élus, notamment, qui ont du mal à pouvoir contrôler les ministres? Il y a eu des derniers ministres, plutôt, je citerai le ministre des ITPR, qui n'a pas pu se présenter devant les élus qui lui demandaient des comptes. Mais qui va ça? Qui va ça avec la rame? Vous avez vu? On l'a laissé partir. On l'a convoqué et puis on l'a laissé partir. Qui va ça? Écoutez, moi je pense que les élus, si nous pouvons considérer qu'il y a peut-être 30 ou 40% de gens valables, hein, parce que vous savez tous les autres comment ils sont venus. Hein? Pas la corruption. Ils sont venus de la grande machine de la corruption. Et donc, mais s'il y en a encore 30 ou 40 qui sont valables, je leur dis d'investir la commission, les commissions économiques et financières, et de soutenir l'interpellation des ministres ou de tous ces gens qui sont soupçonnés de détournement, etc., de les interpeller, d'aller faire des enquêtes là-bas, hein, d'aller faire des enquêtes pour voir ce que... Parce qu'ils ont le droit de le faire, n'est-ce pas? Aller contrôler les ministres, les interpeller devant le peuple, n'est-ce pas? Donc faire leur contrôle. Le contrôle, parce que le Parlement contrôle. Le contrôle parlementaire, il est dans la Constitution. Mais qu'ils fassent ça. Mais regardez, nous venons de terminer une année. Ils ont fait combien de contrôles parlementaires? Dans les premiers mandats, ils ont fait combien de contrôles qui ont abouti? On a vu un peu avec la rame, mais ça n'a abouti nulle part. Donc je ne peux pas, je dois vous dire sincèrement que je n'ai aucune confiance en la majorité de ces élus, compte tenu de leur origine. Comment ils sont que fait l'IGF actuellement? Mais non, l'IGF continue toujours ses contrôles. Il y a des rapports, je n'ai pas toute la liste, hein, mais il y a des rapports sur lesquels ils sont en train de travailler. Et donc, parfois ils dénoncent, ils déposent des rapports au parquet. Et puis, vous voyez, vous vous rappelez l'affaire de la Gécamine, on a à un moment donné suspendu les personnes comme l'ancien PCA et d'autres qui ne devaient pas quitter le territoire national. Et puis on a levé ces mesures-là. C'est l'impunité chez nous qui fait rage. On a levé. Parce que quelqu'un va vous dire, ah oui, vous savez, le PCA de la Gécamine, c'était monsieur bien. Comme nous avons entendu pour Kamere. Ou pour Kazadi, on a dit qu'on s'acharne sur lui. Hein? Vous voyez, Kazadi, face à moi, a manqué d'arguments jusqu'à dire dans une interview que oui, mais lui, on sait qu'il le paye pour m'attaquer. Il a dit ça. Oui. Mais je pose la question devant les téléspectateurs. Qui me paye mon Moutebo pour attaquer le président? Je vais aller attaquer les minables de Kazadi. Mais moi, j'ai... Alors,
Excusez-moi. Ce n'est pas minable. Bon, d'accord. Mais non, j'ai dit, j'assume. Okay. Oui, mais non, un voleur était minable. Un voleur, c'était minable. Tous les Congolais savent qu'il était un voleur. Donc c'est minable. Moi, je vais attaquer Kazadi. Et j'attaque le président. Mais qui me paye? Combien de millions ou de milliards on me paye pour attaquer les chefs de l'État de ces pays? Vous voyez un peu comment les gens sont ridicules. J'ai dit au peuple congolais, posez-lui la question. Moi, je suis toujours en train de dire au président la vérité. Comme je l'ai fait maintenant là. Alors, quand qui m'a payé? Le chef d'État revient d'une tournée dans le Kassai. Il a dit que je suis venu avec au moins 50 millions pour la relance de la MIBA. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Ça ne vaut rien. 50 millions sur quelle base? Est-ce qu'on a évalué les vrais besoins de la MIBA pour enfin dire non, ils ont besoin de 50 millions? Non. La MIBA a besoin de beaucoup plus que ça. 50 millions. 50 millions d'ailleurs, c'est l'argent qu'ils dépensent pour une année dans ces voyages. Il y a des années, on a dénoncé ça. Je ne sais plus si c'était en quelle année, il a fait 50 millions de dollars. Des dépenses pour voyager, comme il fait le tourisme là. Combien de... Non, c'est pour l'intérêt de la nation. Oh, mais quel intérêt? 50 millions après combien de voyages? Oh, mais je me souviens, c'était l'année 2020, hein, 19 ou 20. Mais il a fait 50 millions, à peu près de dollars dans les voyages pour chercher les investisseurs. Combien sont venus? Il a ramené combien? Il est allé à Londres ici pour chercher combien? 30 ou 40 millions de dollars pour venir investir dans l'usine de fabrication de batteries électriques au Katanga. Il a ramené combien? Zéro. Alors, est-ce qu'il avait même besoin d'y aller? Parce que moi, les nationalistes, je vous dis que à l'Est, mes frères Banandi, mes frères congolais, ils sont prospères là-bas. Demander à 2 ou 3 Banandi de mettre 100 millions de dollars sur la table pour faire l'usine, ils le feront. Vous connaissez les Banandi, non? Oui, il est là. Oui. J'ai vu des trucs comme Oussi là-bas, à Goma. Mais c'était sur le standing de l'auteur du fleuve. N'est-ce pas? Ça a été construit par un jeune homme. N'est-ce pas? Est-ce qu'on est allé lui dire, écoute, l'État apporte 10 millions, peux-tu apporter 30 millions, et nous allons faire une usine au Katanga? Est-ce qu'on est allé lui demander ça? Il a refusé. Vous voyez, ça c'est... Il y a chez les dirigeants africains, certains dirigeants africains, beaucoup, hein, ce n'est pas seulement lui, beaucoup sont encore aliénés. Alors, donc, on est pratiquement à la fin de cette émission. Ouais. La troisième raison pour laquelle vous avez quitté ce partenariat société civile et IGF, c'est une raison totalement politique. Ouais. Vous avez cité l'initiative du chef de l'État de pouvoir réformer la Constitution, changer la Constitution. Les initiatives qui dérangent la paix, le climat d'entente dans le pays, les arrestations et autres. Pourquoi vous voulez toujours parler politique, Flori Mamouti? Non, je ne parle pas toujours politique. Non. Vous finissez par parler politique, je voulais dire. Mais je suis un citoyen congolais. Ouais. Est-ce qu'il est interdit à un citoyen congolais de parler politique? Est-ce qu'à cause de la Constitution, vous devez quitter ce partenariat? Non. Ça, c'était un peu mon avis. Oui. Que j'ai voulu profiter de cela pour donc lui demander de laisser tomber ses projets. Parce que, vous savez, je vais vous donner une petite anecdote. Il y a quelques jours, j'étais en visite à Zongo. À Zongo, les barrages. Hein. Je ne l'avais jamais vu. J'ai dit, tiens, mais je vais aller voir un peu les barrages. J'ai fait une semaine là-bas. Mais Gaëtan, ce qui devait être Zongo City à l'américaine, c'est vraiment la pauvreté la plus absolue. J'ai fait 76 km pour quitter la grande route de Bas-Congo pour aller à Zongo. Qu'est-ce que j'ai vu? Des petites huttes comme ça. Vous savez, il y a longtemps que je n'étais pas encore allé dans le village. Mais nos compatriotes habitent dans des petites huttes de 2 mètres sur 2. Papa, maman, enfant. N'est-ce pas? La mendicité sur la route. Oh, nous avons mis du sable ici, mais moi j'ai donné toujours. Parce que je m'interdis de refuser. Je ne refuse jamais ces demandes-là. Avec le peu que j'ai, je partage. Tu vois. Donc j'ai vu, vous voyez les barrages de Zongo. Nous avons là-bas 3-4 chutes. Vraiment alors des chutes qui peuvent être de nouveaux barrages. Là-bas, le seul site habitable, c'est un Libanais ou un Belge ou quoi, qui a construit quelques résidences et tout, où les gens vont louer.
Mais notre gouvernement, il y a même des sites qu'on ne peut pas visiter parce que les routes sont impraticables. Quand vous regardez, vous avez envie de pleurer. Est-ce que c'est ça qui fait que, c'est la Constitution qui fait que le développement n'a pas eu lieu à la base là-bas? C'est la Constitution. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'on cesse des prétextes, n'est-ce pas, inutiles. On a envie de garder 20 ans le pouvoir pour voler comme Mobutu, hein, pour voler comme les autres, n'est-ce pas? Eh bien, qu'ils fassent, tant que le peuple congolais les regarde faire sans réagir, qu'ils fassent. Mais il doit faire attention, parce que ça ne sera pas toujours comme ça. Le peuple congolais ne sera pas toujours aussi... D'ailleurs, il n'est même plus inconscient, il commence à avoir la conscience. Voilà, comme ça. J'ai rencontré un groupe de jeunes. Rapidement pour terminer, oui. Rapidement. Un groupe de jeunes qui m'ont reconnu. Oh bon? Qui m'ont reconnu à Zongo, oui. Et dit, papa, c'est comme il y a forage, c'est toi, non? Forage, c'est vous. C'est vous. RAM, c'est vous. Est-ce qu'un jour, au moins, des gens rendront des comptes sur l'argent de la RAM, par exemple? Vous en êtes convaincu, vous? Non, je pense que si les pouvoirs changent, il n'y a rien qui va échapper au nouveau pouvoir. On va tous, ils vont répondre. Ils vont répondre. Quel est votre combat actuel, Fleury Mamounteba? Votre dernière conviction, on doit se dire la vérité. Hein? Vous avez vu tous les pouvoirs passer ici. Vous êtes en train de léguer un héritage considérable à la jeune génération que vous formez même dans l'ODEP. C'est quoi les derniers combats que vous allez mener pour ce pays? Les derniers, c'est peut-être de me mêler à la gestion du pays, un jour. Un jour. C'est cela, celui-là. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Fleury Mamounteba, d'être passé sur ce plateau de Télé 50 pour faire le point de la situation des finances publiques en République démocratique du Congo. C'était très intéressant. On n'a pas parlé de la guerre dans l'Est. Oui, malheureusement. Enfin, on en a parlé quand même avec l'humanitaire. Hein. C'est une des conséquences de la guerre. De la guerre. Peut-être une prochaine fois. J'espère que je n'ai pas trop choqué. Je ne sais pas. C'est aux téléspectateurs de pouvoir le dire. Alors vous n'avez pas le politiquement correct dans votre langage. Non, mais parce que je ne suis pas un politique ailleurs. Tu vois. Oui, merci beaucoup. Gaëtan, je ne suis pas un politique ailleurs. Moi, j'ai dit, je parle vrai. Ah. Mais je vais me mêler à la politique, je vous assure. En faisant quoi notamment? Je pourrais être candidat à la présidence de la République. Ah bon? Ah oui. Ah oui. Ouais. Je vous dis. C'est pas les Congolais m'aiment bien. Beaucoup même. Beaucoup. Sur les réseaux, on vous critique aussi beaucoup. Hein. Il y en a, je sais, mais beaucoup même beaucoup. Ceux qui me critiquent, ce sont les tribalistes Louba. Ah bon. Mais moi, ce sont les Louba tribalistes. Qui veulent que, mes frères qui veulent que je donne donc que j'accepte le mal que Tshisekedi est en train de faire. Vous savez, moi, je suis marié à une fille de l'Est. Hein. Mes enfants sont Kassai et Kivu. Hein. Donc, je ne suis pas un tribaliste, je ne le serai jamais. Quel Kivu? Le Sud. Ah, chez moi, là-bas, dans le Sud Kivu. Ma femme, elle est mouche. Ah bon? Comment exactement? Et voilà. Merci, professeur. Vous voyez? Donc, mes enfants sont moitié mouche, bachi, moitié. Pourquoi j'y serais, moi, tribaliste? Qu'est-ce que les Kassaïs n'ont jamais fait pour moi? Quoi? Tu vois? Ça a été intéressant et passionnant, comme je le disais. Une femme qui vous m'a fait 6 enfants. J'ai pas vu le temps passer, il y a encore quelques questions qui me restent ici. On en reparlera peut-être une prochaine fois, professeur. Merci. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Merci à vous. Voilà, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Alors j'espère que le professeur ne vous a pas choqué comme lui-même l'a dit vers la fin, mais sinon, il a assumé tous ses propos, tout ce qu'il a dit. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous fixe rendez-vous demain dans la grande édition du journal, probablement dans la semaine prochaine, carrément. Au revoir. Il a fait le...